Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci de nous retrouver, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes donc le jeudi 10 octobre, nous aurons le plaisir d'être accompagnés par nos rubricards, nos invités, bien sûr toute l'équipe du Bonjour d'Algérie, prête à vous servir jusqu'à 9h30. Nous aurons le plaisir de commencer avec Aïda Mechri dans un tout petit moment. Nous aurons avec elle à débattre autour de la psychologie. Quand faut-il consulter? Elle nous dira tout à l'heure. Comment aller chez un psychologue, en tout cas, comment aussi savoir que c'est le moment. Elle va nous le dire, en tout cas, à travers aussi un reportage d'appui de Lamia Bedbouda, notre journaliste, qui s'est donc intéressée à ce sujet. Nous aurons également à parler rubrique avec Siham Knouch. Aujourd'hui, elle a choisi pour thème le Pror, tout savoir concernant le Pror. En tout cas, elle a choisi donc de nous en parler en détail aujourd'hui. Et puis, beaucoup d'invités, donc des invités sur le plateau, à savoir aussi qui cadrent avec l'actualité socioculturelle donc de la semaine. Le CIPSA, c'est en ce moment même, ça se passe à la SAFEX, le salon bien sûr de l'agriculture. Et puis pour nous en parler aujourd'hui, des pionniers dans le domaine de l'insémination du lapin. Ce sont des éleveurs de lapins, ils ont eu des médailles à travers donc, le national et l'international. Ils seront là pour nous parler donc, de leur passion. Et puis nous aurons également à parler aussi du festival culturel donc, de musique symphonique. Ça se passe donc du 12 au 17 octobre à l'Opéra d'Alger. Et pour nous en parler, nous aurons le commissaire de ce festival, M. Bouazara, qui sera parmi nous pour nous parler des grandes lignes de ce festival, les invités d'honneur et surtout les orchestres qui seront présents à cet effet. Et puis un hommage indispensable aujourd'hui, nous avons le monde du cinéma de la télévision algérienne est triste d'avoir perdu Abdelkrim Ben Khalfallah décédé hier. Nous aurons à parler de son parcours à travers donc, le cinéma et surtout Monsieur Tribesh, Hamad Tribesh qui a travaillé avec lui sera parmi nous, ainsi que Amir Nebesh dans sa rubrique Culturellement Vôtre. Il sera sur le même plateau. Et puis voilà, on terminera l'émission avec Siham Knouch, bien entendu. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment. On vous laisse en compagnie de Mina Abed pour la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Voilà, Mina, bonjour. Bonjour Ahmed. Comment ça va? Ça va. En forme. Vous avez pris votre café? Pas encore? Si, le premier. Ah, le premier, le deuxième qui arrive. Très bien. Vous allez nous parler donc de météo et du ciel qui va faire aujourd'hui et surtout du temps qui va faire aujourd'hui. Exactement. Allez-y. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Et bien, cette début de matinée, un petit peu de brume, quelques nuages bas également. Sur l'ensemble des régions côtières et puis le ciel restera plutôt dégagé en journée à l'ouest et au centre. Peu nuageux vers l'extrême est et puis sur la partie sud. On notera un ciel partiellement voilé vers l'extrême sud, le sud-ouest, le Hogar et le Tassil avec de fréquents soulèvements de sable, notamment sur les oasis, le Nord Sahara, la Saoura, le sud-ouest et l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 28 degrés à Alger, 25 degrés à Annaba, 26 à Sétif, 29 degrés à Oran, 31 degrés à Tlemcen, 27 à Al-Bayt Naama, 30 degrés à Gardaïa, 31 degrés à Béchar, 34 degrés à Tindouf, 33 à Drar, à Ain Salah et enfin 38 degrés, ce sera la maximale à Borj, Badi Moukhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on notera un ciel plutôt couvert à Berne, Marseille, Paris, Bordeaux, Londres. On notera des averses à Dublin, ainsi qu'à Prague, Varsovie. Et puis, bien sûr, un ciel plutôt dégagé à Athènes, Rome, Madrid et Lisbonne. Côté Mercure, on notera 17 degrés à Budapest, 24 degrés à Rome, 23 degrés à Marseille, 16 à Berne, 14 à Berlin, 17 degrés à Londres, ainsi qu'à Dublin, 18 à Paris, 21 degrés à Bordeaux et enfin 26 degrés à Madrid. On passe tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci. À tout à l'heure. Bonne journée. Vous n'allez pas partager le plateau aujourd'hui avec moi. Dommage. On attendra mercredi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien. On vous souhaite bonne journée. Merci beaucoup. On vous laisse repartir avec une belle chanson. Un peu de salsa de bon matin. Avec ça plaisir. fait du bien. Ça fait du bien. Ça réveille tout le monde. Allez, c'est Si Kamel et on se retrouve juste après.
J'espère bien réveiller, mettre en appétit pour nous suivre jusqu'à 9h30 et bien entendu suivre tous les débats que nous allons donc traiter ce matin, à commencer par la rubrique psychologie. Nous allons faire un gros plan sur la psychologie en général aujourd'hui avec Aïda Mechri. On est toujours content de la recevoir comme chaque jeudi matin. Bonjour Aïda. Bonjour. Comment ça va? Super bien. Parfait. Vous avez beaucoup travaillé ces derniers jours. Énormément. Voilà, puisque l'organe national de la protection de la promotion de l'enfant a organisé justement une rencontre très intéressante à l'échelle internationale d'ailleurs. Tout à fait. Une belle expérience, un échange entre les professionnels de l'Algérie et aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça nous a permis de renouer les liens, de voir les expériences, de placer un tout petit peu notre pratique un peu sur le terrain, sur la bonne voie pour qu'on puisse vraiment améliorer et aussi avancer. Et de là, j'avance qu'on parle de la dénonciation des atteintes aux droits relatifs aux droits de l'enfant en Algérie et éventuellement l'expérience de la cellule du numéro vert 1111. Très bien, cellule d'écoute. Et en fait, le thème qui a été retenu cette année, cette fois-ci, c'est l'importance du signalement dans la protection de l'enfant. C'est cela, en danger? Absolument. C'est un thème très important. Et vraiment où quelquefois ça peut déraper. On a la chance d'avoir la nouvelle loi 1512 relative à la protection de l'enfance. Aujourd'hui, nos enfants sont protégés par des décrets, par une loi. On a la chance aussi d'avoir l'organe national comme institution. On a aussi la chance d'avoir un délégué national qui veille un peu à accompagner les gens en détresse, les enfants, les dénonciations des individus, que ce soit l'enfant lui-même, son représentant légal ou personne. Son tuteur, ou personne morale ou physique. Mais aujourd'hui, la force vient de revenir à nous-mêmes Algériens. Qu'est-ce qui fait que je dénonce pas? Ça me regarde pas, c'est pas mes enfants, c'est pas ma responsabilité. On voit les enfants comme ça dans l'exploitation économique, dans des dangers qui frôlent un tout petit peu. Le travail des enfants, tout ça. Ce sont des thèmes vraiment qui touchent ces enfants qu'il faudrait donc dénoncer. Certains cas, il faut vraiment les dénoncer. Et donc, toute une cellule a été mise en place pour travailler sur ces thèmes-là, cas par cas. On y reviendra, bien sûr, hein, on y reviendra parce que la psychologie, c'est ça. C'est toucher un petit peu à tous ces thèmes-là récurrents qu'on revoit et qu'on rencontre très souvent. Aujourd'hui, on va s'arrêter justement sur le thème de la psychologie. Quand justement, doit-on consulter? Comment? À quel moment s'il y a ce déclic pour aller justement chez un psychologue? Oh, quelle belle question. On en a beaucoup parlé. C'est important de revenir un tout petit peu à le bien-être de l'enfant. Aujourd'hui, si on parle du signalement, si on parle de la psychologie, si on parle du bien-être, si on parle de tout ce qui peut rendre nos enfants heureux, qui peuvent leur permettre de jouer, de s'épanouir, de vivre dans un cadre familial, c'est justement de les protéger de tout ce qui peut être facteur dangereux, de tout ce qui peut être une dérive. Tout à fait. Aujourd'hui, qu'on soit visible, qu'on soit vraiment attentif à cette demande d'aide, qu'on voit un tout petit peu ce qui ne va pas et qu'on puisse le souligner comme défaillance chez l'enfant, chez la famille. Des fois c'est les adultes, les parents qui n'ont pas l'outil, l'art, la manière de pouvoir instaurer les choses. C'est une anxiété, c'est un déchirement, c'est des couples qui explosent comme ça dans des conflits conjugaux, dans quelque chose qui peut concerner aussi la famille, un héritage familial. Il y a des rituels, il y a beaucoup de traditions qui peuvent nuire à ces enfants. Aujourd'hui, pouvoir les souligner, juste placer un mot, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un pas géant qui va nous permettre d'être en face de quelque chose qui nécessite d'être réparé, quelque chose qui nécessite d'être accompagné. Des enfants qui ont le mal de pouvoir vraiment suivre un cursus scolaire où ils ont des défaillances dans l'apprentissage. Il y a des enfants qui présentent des symptômes très particuliers dans la concentration, dans des signes cliniques surtout. Alors, on va voir ensemble justement un reportage qu'a traité pour nous Lamia Bedbouda, notre journaliste, qui s'est intéressée à la psychologie en général et a fait intervenir justement certaines personnes autour donc de la prise en charge et comment aller consulter. Regardez, c'est un sujet de Lamia Bedbouda. Consulter
Consulter un psychologue est devenu un acte presque courant. Pourtant, les résistances et les réticences persistent. ما رحتش للبسيكولوج نو رحت للراقي راقيني معاك تاع البسيكولوج قالوا لي باش تروح بروبوزاو لي باش نروح للبسيكولوج ما دخلتش في راسي. Le psychologue est considéré comme le patient quand il va chez un psychologue, il est considéré comme amoindri psychologiquement ou un peu atteint, entre parenthèses, en défaut. الحياة اليومية نتاعنا نتلقاو مشاكل نتلقاو صعوبات نتلقاو كذا يعني والطبيب النفساني يتقرب للإنسان اللي يكون في حالة يعني نفسية متدهورة يتقرب ليه يعطي له حلول يعطي له أمورات يعني اللي يقدر يكمل بهم حياته. Traumatisme, mal-être, phobie, déprime, burn-out, stress, deuil. Le psychologue intervient dans la résolution de nombreux problèmes. Le rôle du psychologue est donc d'aider son patient à avoir une meilleure compréhension de ses problèmes et à retrouver un mieux-être. Pour en savoir un peu plus sur ce métier, son importance, on a poussé la porte du cabinet d'un psychothérapeute. Venir chez le thérapeute permet de lire ce qui se passe au fond de soi. Le thérapeute est le miroir à travers lequel je vais me découvrir. Le thérapeute est entraîné à poser les bonnes questions. Lorsque les bonnes questions sont posées, la personne progressivement, toujours progressivement, finit par prendre conscience et se libérer. Quand je prends conscience, quand je découvre qu'est-ce qui se passe au fond de moi, je retrouve la liberté d'exister, la liberté d'être moi-même et de faire les choses au mieux. Choisir le bon praticien est important, car le psychologue possède les clés du changement, mais seul le patient a la capacité de s'en servir. Je peux le définir à partir de l'expérience, le désir sincère d'aider. S'il n'y a pas cela, les gens peuvent traîner des années, ils restent comme ils sont. Le désir sincère, ça c'est à la limite, aider les autres, ce n'est pas un travail comme les autres. Être sensible à leur souffrance pour pouvoir les aider. Dans le milieu scolaire, le rôle des psychologues est vital. Ils peuvent déceler les élèves qui rencontrent des difficultés dans le cheminement scolaire, que ce soit au niveau de l'apprentissage, du comportement ou des émotions. Les cas en difficulté sont orientés vers des pédopsychiatres. Le rôle des psychologues, il est très important dans la société, il est très important dans la famille, il est extrêmement important dans la scolarité de l'enfant. Logiquement, il devrait y avoir, il y en a en tous les cas, dans le plan sanitaire national, il y a ce qu'on appelle des unités de dépistage scolaire, les UDS, qui sont répartis quand même, il y en a à peu près plus de 1500. Le but donc, de ces psychologues, c'est de faire un repérage. Quand un enfant, donc à l'âge de 6 ans, il rentre à l'école, il y a des enfants qui ne sont pas diagnostiqués, ni par les pédiatres, ni par les parents. Donc, s'ils sont diagnostiqués, donc les parents vont signaler, faire un signalement, il y aura un accompagnement psychologique au niveau des unités scolaires. Mais si ce n'est pas le cas, ils font des rotations de consultation. Le rôle est très important. Donc, ces psychologues, quand ils peuvent prendre en charge cet enfant, ils le prennent pour des petites consultations de psychologie. Et très souvent, ils nous orientent à nous, en qualité de médecins qui s'occupent des enfants, pour une prise en charge. Enfants, adolescents, adultes, quand notre santé mentale va mal, il faut consulter un psychologue pour repérer ses difficultés et ses souffrances. Il nous aidera à trouver des solutions adéquates et nous guidera ainsi sur la route du bien-être. C'est ce que fait Aïda pratiquement tous les jeudis matins en répondant à certaines questions, certaines interrogations concernant le mal-être de certains enfants en général. On touche beaucoup plus à l'enfance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est un petit peu généralisé, la psychologie. Les parents orientent donc les enfants, ils accompagnent les enfants chez un psychologue. Chez les adultes, ça se fait un peu moins. Oui.
C'est une demande d'aide, c'est un pas, c'est un cadre dans lequel on va parler de soi, c'est beaucoup de choses qui s'installent. Moi, je dirais que ce n'est pas rien du tout. On ne peut pas ouvrir la fenêtre de notre ça aussi facilement. âme aussi facilement. Voilà. Il faut peut-être réfléchir avant de parler de ce contexte, de cette demande de cette manière très forte, comme ça et claire, à la finesse de l'installation de ce cadre. Et il faut qu'il y ait quand même quelque chose de l'ordre de la confiance, là où un cadre protège dans le secret professionnel, là où l'individu se sent protégé des regards des autres, il est là à vivre quelque chose qui va lui permettre de faire un travail sur soi. Exactement. Est-ce que c'est important ou c'est pas important? Moi, je dirais que c'est énorme comme pas dans la vie. Nous, le retour de cette parole qui va revenir, je n'exclus pas tout ce qui a été instauré dans le traditionnel. Aujourd'hui, tout ce qui est... Comme l'a dit l'intervenant, Raqi, on m'a dit il faut aller consulter, il a dit non, moi je pars chez Raqi. Oui, ces cadres traditionnels ou ces cadres qui ont toujours existé dans la culture de notre société, donc cette manière de pouvoir offrir à la parole, de revenir, chercher un bien-être dans lequel on peut retrouver chez l'autre une sérénité au nom de son statut que la société lui offre, au nom de sa pratique, là où il peut utiliser le Coran ou utiliser un cadre qui va donner apaiser, ce ne peut être que bénéfique pour l'individu qui est dans un cadre, un moment difficile, qui se déchire, qui passe par un moment traumatique. Il peut y avoir un déclic. Pardonne-moi, Amel, juste j'ajoute, mais que ce n'est pas un charlatan qui utilise à travers un gain ou qui utilise les personnes comme ça pour gagner un statut social. On fait la part des choses pour ne pas vraiment enlever tout ce qui a été instauré pendant des siècles. C'est quelque chose aujourd'hui, si on retrouve le nouveau cadre thérapeutique, c'est une amélioration, c'est un côté scientifique qui a apporté à la recherche et à la parole. Il a fait ses preuves. Tout à fait. Et aujourd'hui, le choix, il est sur le terrain. On peut retrouver des écoles, des professionnels qui utilisent des outils pour pouvoir accompagner les gens dans leurs différences aussi. Il y en a ceux qui ont la richesse de la parole, ils peuvent vraiment Vous avez cette force de décoder justement le mal-être. C'est ça, vous êtes formé par des professionnels pour justement décoder ce mal-être, que ce soit donc des psychologues, des psychothérapeutes, des psychanalystes et encore plus donc le psychiatre. Oui, c'est-à-dire qu'il faut commencer par ces étapes pour arriver au psychiatre. Ajouter les coachs, ajouter les conseils, beaucoup de choses. Aujourd'hui, le plateau est vraiment riche de thérapeutes. Mais alors, c'est vrai que l'axe, il est relationnel. C'est un tout petit peu cette relation avec quelqu'un qui pourra accompagner la parole pour la projeter. Mais maintenant, la technicité et l'outil diffèrent. Si on parle juste un petit fil comme ça de la psychanalyse, ce retour vers la parole de l'individu lui-même, lui permettre de retrouver le divan, de retrouver cette place avec des outils dans lesquels on utilise un cadre particulier dans l'inconscient ou dans c'est des concepts, j'essaye de simplifier en fin de compte, hein. C'est quelque chose qui va me permettre aussi d'apporter aux téléspectateurs aussi le dosage des outils, c'est avoir cette force de pouvoir vivre les émotions de l'intérieur et puis accompagner nos comportements, comment on peut le vivre afin de pouvoir créer le changement. Exactement. J'ai toujours fonctionné comme ça, je suis phobique, je ne peux pas prendre la parole en public, je ne peux pas, il y a quelque chose dans ces cadres théoriques qui me projette vers l'enfance, vers des événements traumatiques, vers quelque chose que j'ai déjà vécu auparavant dans laquelle il faut revenir pour clarifier, pour enlever tout ce qui peut être événement traumatique pour qu'on puisse retrouver la dynamique. Alors, à quel moment on va chez un psychiatre et on ne va pas chez un psychanalyste, par exemple? C'est des cas. Belle question, très belle question. À quel moment chez on un va psychiatre. chez un psychologue? Déjà d'emblée, je vais commencer comme ça par une parole très simple. Aujourd'hui, chez les psychologues, chez les conseillers d'orientation scolaire, souvent ce sont des psychologues aussi qui accompagnent les élèves à l'école, on retrouve
à travers témoignages des adolescents dans les entretiens, tout ça, une résistance. Hein. Je ne suis pas fou pour partir chez un psychologue, pour faire un entretien ou parler de moi-même, je suis normale. Voilà, cette belle résistance qui ne vient pas de lui-même, qui vient de quelque chose qui l'entoure. Ce regard social aussi, il l'a appris, il l'a compris. C'est quelque chose qui lui explique qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre le normal et le pathologique. Il y a quelque chose comme ça qui s'installe. Les psychologues prennent du temps pour le rassurer, pour lui expliquer que nous tous, on a besoin de vraiment placer le repère autrement, trouver quelqu'un de neutre, qui n'est pas le cousin, la cousine, la tante, le père, le grand-père, quelqu'un qui n'a pas ce lien familial là où il y a une attirance particulière. Sa neutralité peut lui offrir la possibilité de l'écouter doucement, mais aussi de l'accompagner dans ce qu'il peut vivre réellement, mais après évaluer les choses. Ça, c'est un travail de complémentarité. Le travail thérapeutique, ça se passe entre les deux personnes. On ne peut pas garder le silence, être indifférent et puis voilà, être à l'écoute, tout ça. Même si j'ajoute que dans les cadres, le coaching, là où il donne la formule, il faut faire ça. C'est un travail sur soi. Ça reste un travail sur soi. C'est quelles sont mes limites pour pouvoir vraiment chercher ce cadre pour que je puisse vraiment réaliser les choses, suivant une demande particulière. Le psychiatre, c'est un médecin de formation. Le médical et le côté médicamenteux dans lesquels on peut le retrouver comme secours, ressources pour soigner des séquelles, soigner des problèmes mentaux aussi. Absolument. Qu'aujourd'hui, je dirais, dans le cycle de vie, probablement que ces personnes auront besoin d'un accompagnement particulier pour pouvoir les soutenir et les accompagner pour qu'ils puissent vraiment passer l'étape et retrouver cet espace de parole. Parfait. Et je crois qu'un psychiatre a aussi cette modalité d'accompagner à travers la parole. On peut retrouver des thérapeutes qui sont dans des thérapeutes de couple, des thérapeutes de famille, les addictions. Absolument, ils sont, voilà, qui ont la force de pouvoir instaurer le côté psychologique et le thérapeutique pour pouvoir aussi soutenir sur un plan médical leurs patients. En tout cas, merci de nous donner toute cette sagesse chaque jeudi matin à travers la parole, comment justement comprendre les choses, les pathologies, différentes pathologies, les cas par cas. Grâce à vous, chaque jeudi, on traite d'un thème. Aujourd'hui, ça a été une généralité autour de la psychologie. Voilà, je crois que c'est ça parce qu'on peut revenir avec plus de détails. On n'a pas vraiment élargi, mais le reportage, il était très fort pour pouvoir apporter le témoignage de professionnels sur le terrain. Très bien, merci beaucoup Aïda. On vous retrouvera avec grand plaisir donc, durant la semaine, Inch'Allah. Et puis on continuera à parler de psychologie avec vous et grâce à vous chaque jeudi matin. Bonne journée. Merci à vous. Voilà, on va rester dans le domaine scientifique cette fois-ci avec aussi un salon qui regroupe des professionnels dans le domaine de l'agriculture. Ça s'est passé cette semaine au niveau donc de la SAFEX. C'est le salon CIPSA Filaha. C'est Lilia Bnasser qui nous retrace justement tout ce qui s'est passé. Bienvenue au CIPSA 2019, une nouvelle édition sous le thème « Pour une agriculture intelligente face aux défis d'une sécurité alimentaire et sanitaire durable ». Cet événement international ouvert sur le Maghreb et l'Afrique se positionne comme un salon leader dans les relations du secteur agricole. 450 exposants dont 180 étrangers prennent part à cette nouvelle édition. Au programme également des forums sur la production végétale agroécologique, l'environnement horticole et le développement durable. Donc l'Institut national de la recherche forestière fait partie du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche. Donc cette institution a été créée dans les années 80. Donc elle se répartit à travers tout le territoire national. Donc on a 12 stations d'Alger où se trouve l'administration centrale, en passant par Médéa, Djelfa et jusqu'à Tamanrasset au sud, et de Tlemcen jusqu'à Al-Qala. Donc on travaille en général sur plusieurs axes, donc tout ce qui est désertification, écologie, érosion, désertification et tout ce qui est reboisement. Donc dans ce cadre, l'INRF, ça fait moins d'une semaine, on a organisé un atelier sur l'identification de projets à impact socio-économique qui sont en relation avec le grand programme de reboisement national
c'est le programme de plantation de 43 millions de plants. Lors de cet atelier, nous avons identifié des projets et on a partagé ces projets, ces fiches de projets avec des universitaires d'Algérie. Nous sommes là sur une seule et même thématique depuis 2012, à savoir convaincre un peu les opérateurs du domaine agricole du nécessaire passage donc, du conditionnement en cajot plastique, pour dire les choses très clairement, vers les plateaux en carton ondulé. Pourquoi? Parce que le carton ondulé présente beaucoup d'avantages par rapport au cajot plastique. Notamment, il y a des avantages écologiques qui sont évidents en matière de recyclabilité. Il y a des avantages de communication. Le carton permet le marquage, la singularisation donc, du producteur ou du vendeur final. Et il y a des avantages pécuniaires qui sont aussi moins évidents, à savoir que le carton, par exemple, ne nécessite pas d'aire de stockage chez le revendeur final. On est ici au niveau du salon, Sipsa Filaha, pour l'année 2019, qu'on considère vraiment un espace très intéressant parce qu'il y a les professionnels, c'est vraiment une meilleure vitrine pour les agriculteurs et on peut même avoir les consommateurs. Nous, en tant qu'entité de recherche, responsable de la gestion des laboratoires de recherche à l'échelle nationale, qui travaillent sur la thématique de l'agroalimentaire et de la biotechnologie, on est là vraiment pour faire le lien entre les partenaires socio-économiques et les laboratoires de recherche qui nous sont affiliés. Et là, pour résoudre des problématiques vraiment pratiques, des problématiques qui concernent les partenaires socio-économiques. Donc en fait, cet espace public va vraiment nous aider à actualiser nos contacts et à recenser les problématiques et faire connaître notre agence, qu'elle est là. On fait partie de la DGRSDT, donc c'est la direction de recherche. Et on est là pour accompagner les partenaires socio-économiques dans leur démarche qualité. En plus du volet exposition, 20 projets sélectionnés parmi 60 seront nominés et 3 médailles Sipsa Innov Hope Award seront décernées. Voilà, nous avons pu voir le Sipsa et notre invité qui a participé au Sipsa. Et parmi nous ce matin, il s'agit de Majid Bouhaddoun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Marhaba bik. Vous êtes donc le président de l'Association nationale Nouvelle Génération d'éleveurs de lapins d'Algérie. Ouais. C'est cela. Oui, c'est ça. Vous êtes, comme on dit, donc éleveur cunicole. C'est cela? Voilà, éleveur cunicole. On appelle ça la cuniculture. Oui, c'est ça. L'élevage des lapins. Et je suis un cuniculteur. Voilà, tout à fait. Vous êtes éleveur depuis bien longtemps et vous vous êtes spécialisé dans cet élevage. Oui, depuis 2006 que j'ai débuté avec deux lapins. 2 lapins seulement? Ouais, d'accord. Un couple de lapins? Ouais. Oui. Offert par un ami. Oui. Voilà. Et vous avez découvert que c'était quand même un élevage facile, difficile? Non, c'est un élevage facile, mais on peut dire difficile. Oui. Parce que difficile, après, avec les problèmes que tu vas rencontrer, la commercialisation, l'alimentation, les maladies. Oui. Mais on s'améliore petit à petit. C'est pour ça qu'on est arrivé à créer l'association nationale Nouvelle Génération d'éleveurs lapins d'Algérie pour améliorer, pour développer cette filière cunicole. D'accord. Alors, vous avez eu le premier prix d'élevage cunicole ici en Algérie. Vous représentez la wilaya de Tizi Ouzou. Ouais. Pour ça, ça s'est passé quand? Ça s'est passé le 1er octobre 2019, c'est récemment. C'est tout récent. Oui. Et comment donc vous avez pris la chose cette fois-ci? Ces efforts récompensés? Oui, c'est des efforts récompensés et le travail dans le temps, ça se récompense aussi, mais c'est pour ça qu'on
on est meilleur toujours dans l'élevage cunicole. Alors vous êtes dans le domaine professionnel depuis donc 2006, vous avez donc introduit cette filière et aujourd'hui la filière cunicole, est-ce qu'elle intéresse les consommateurs algériens? Est-ce qu'on retrouve beaucoup plus de viande lapine donc, sur le marché? On peut dire que c'est une viande, elle n'est pas bien consommée par le consommateur. On ne la trouve pas dans les tables algériennes. C'est pour ça qu'on doit, la développer, on doit faire des démarches pour que l'Algérien peut consommer le lapin pour déjà les besoins de lui, de la santé. Du quotidien, tout à fait. Vous nous avez ramené justement des photos de votre élevage. Là, c'était l'ancien ministre de l'Agriculture qui était venu vous voir? Oui, monsieur Farouchi, oui. Et donc, comment ça s'était passé? L'élevage était assez nouveau? Vous êtes un peu pionnier dans le domaine? Là, ça fait 10 ans qu'on a commencé. Ça a été en 2016, avril 2016, oui. Ce sont quelles espèces de lapins vous élevez? Nous, on a fait une convention avec l'Institut des petits élevages de Babalé, l'ITELV. On a signé une convention en 2012. Ils sont venus vers nous, vers la DSA d'Alger. Ils cherchent un éleveur potentiel pour développer cette race en Algérie. Très bien. Et c'est une race qui existait en Algérie? C'est une race qui appartient à l'Algérie? C'est une amélioration parce que la semence, elle est venue de France. Pour améliorer la race algérienne, alors l'Algérie a fait une convention avec l'INRA de Toulouse pour développer cette souche algérienne. Voilà, où bien sûr est développée la chair, pour pouvoir justement bonifier la chair. Pour que cette souche résiste à toutes les conditions qui se trouvent en Algérie. La chaleur, le froid, l'altitude, le climat méditerranéen. Donc finalement, vous n'avez pas la race albinos? On la retrouve chez vous? Les petits lapins blancs aux yeux rouges, on connaît, les enfants craquent souvent en les regardant, surtout quand ils sont tout petits. Non, c'est une souche multicolore. Elle a le blanc, elle a le noir, elle a le gris, elle a toutes les couleurs. Voilà. Alors c'est vrai que l'élevage, ça a l'air simple parce qu'on dit que finalement la lapine a combien? 8 portées en moyenne par an? 8 portées, mais 8 portées à 7 à 8, ça dépend de la méthode de l'élevage. Par exemple, une bande unique, une bande multibande, ça dépend. Mais la moyenne, on dirait 8 portées par an par une lapine de 8 lapins sevrés de moyenne. Ça veut dire qu'elle peut faire jusqu'à... Chaque portée, il y aura donc pratiquement 7 à 8 lapins donc par portée. Et si on devait comptabiliser cela par an, ça serait? Si cette portée, ça fait 56 lapins par an. Waouh! C'est pour une seule lapine. C'est énorme quand même. Hein? Le développement se fait très bien au niveau donc, de l'élevage. Vous avez tout à surveiller. Vous faites justement, vous êtes les pionniers aussi dans le domaine de l'insémination artificielle, c'est cela? Oui. On a entré l'insémination artificielle grâce à une association qui se trouve dans les montagnes de la Kabylie, les Atbal. Elle a ramené un spécialiste français. Après, on a gardé contact. En 2014, on a invité ce professionnel pour qu'il va nous faire un stage sur l'insémination. Et depuis février 2014, on s'est lancé dans l'insémination artificielle. Et ça a donné plus de résultats? Oui, c'est résultat, c'est l'organisation, c'est la maîtrise de ton cheptel. Très bien. Vous avez donc aujourd'hui compris aussi l'élevage, aussi peut-être dans le domaine donc, de l'agriculture et de l'élevage. Alors vous avez participé au CIPSA, comment ça s'est passé, votre participation cette année? Cette année, on a participé avec l'association pour que l'éleveur algérien va connaître l'association et pour bien s'approcher de nous, pour que nous serons un pont
entre l'éleveur et l'administration algérienne pour faciliter les problèmes qu'on a rencontrés déjà. Parce qu'il y a tellement de problèmes qu'on ne peut pas régler seul. Tout, bien sûr. Alors, vous avez des contacts avec d'autres éleveurs dans d'autres filières, par exemple les bovins, les ovins, caprins, tout ça. Est-ce que vous avez des contacts avec ces éleveurs-là? Est-ce que vous avez les mêmes préoccupations pratiquement? Plus contact avec les éleveurs avicoles parce que... Avicoles, oui, c'est petit. Parce que quand il fait un élevage avicole, il va dire oh, je peux pas, je vais vers le lapin. C'est pour ça qu'après... Mais pour l'avicole, c'est les batteries. Les batteries, c'est aussi à grande échelle aussi, hein, quand on parle d'élevage avicole. Même le lapin, c'est les batteries. À grande échelle, à grande échelle aussi, batterie. Oui, c'est les batteries, c'est l'élevage professionnel, parce que tu protèges ton lapin contre les maladies, là tu maîtrises le lapin. Exactement, c'est énormément de travail. La prophylaxie aussi est très importante. Vous êtes là à veiller pour que les maladies ne se transmettent pas. Il y a tout un travail à faire aussi au niveau donc de l'hygiène. Oui, c'est l'hygiène. Hygiène et prophylaxie. C'est le facteur important de l'élevage lapin. S'il n'y a pas d'hygiène, les maladies vont s'installer dans ton élevage. Vous avez combien donc, de personnes qui travaillent avec vous dans l'élevage? Moi, je suis avec mon frère. On est associé avec un ami Boinous et on travaille à deux. Seulement? On a 250 femelles qu'on peut maîtriser à deux. Ouais. Mais on cherche à améliorer, à développer. On cherche une assiette pour développer. Est-ce que l'élevage est quand même facile? La veille est facile, c'est-à-dire que tous les matins, un éleveur, c'est ça, il se lève tôt, il dort tard, il ne prend pas de vacances, c'est votre cas? Oui, un élevage, tu ne peux pas le laisser seul. Exactement, justement. Vous voulez lever le matin très tôt pour aller nourrir vos lapins? C'est obligatoire. Oui. À quelle heure? Pas ce matin. Pas ce matin. Ce matin, vous êtes sur le plateau. Oui. Oui. Non, il faut un travail quotidien. Parce que le lapin... Ça n'attend pas. Non, ça n'attend pas. En plus, il doit manger, il doit boire, tu dois vérifier, tu dois organiser ton travail. Après, nous, avec mon frère, on a partagé les tâches. Lui, il fait sa tâche, moi, je fais sa tâche là. Alors là, c'est ça qu'on sort. Mais le prêt, c'est grâce à tout ça. C'est un travail continu pour l'amélioration du lapin, pour développer la race aussi algérienne. Oui, c'est notre but, un du buts de l'association, de développer la race algérienne de l'ITELV 2006. On a fait une convention déjà comme association ITELV pour améliorer cette souche algérienne et la diffuser un peu partout en Algérie pour en plus faire face à les entrées illégales de lapins qui ramènent des maladies qui n'existent pas en Algérie. Il y a des maladies qui n'ont pas installé, mais là, c'est des maladies qui détruisent l'éleveur algérien. C'est comme la VHD, elle s'est installée. Oui, il faut faire très attention parce que la propagation se fait rapidement. Oui, l'éleveur le détruit à 100%. À 100%. Et donc vous êtes là à veiller à la bonne santé de vos lapins? Oui, la santé des lapins et l'éleveur en général. Et bien sûr, la zootechnie, bien entendu, qui touche un petit peu l'alimentation de vos lapins. Vous faites comment? Il y a des pesées, il y a des dosages, comment ça se passe? Oui, le lapin doit manger une quantité par jour. Oui. S'il mange beaucoup, tu auras des problèmes. S'il mange moins, alors il y a le rationnement que tu dois surveiller quotidiennement. Tu dois donner, par exemple, pour un lapin adulte, 160 grammes par jour, tu le feras chaque jour et tu as surveillé. Les petits laprolas, ils démarrent à 40-50 grammes par jour. Elle ne doit pas passer cette quantité-là. Très bien. En tout cas, bonne chance pour ce que vous faites au niveau donc, de l'élevage. Vous avez beaucoup de mérite, vous les éleveurs, à travailler quotidiennement surtout. C'est un métier assez difficile et puis surtout que quand vous avez des résultats,
Ça fait plaisir, puisque là, vous avez eu le premier prix d'élevage cunicole en Algérie. C'était tout récemment, en octobre 2019. Donc, encore une fois, bravo. Merci. Alors, je dois remercier la Chambre d'agriculture de la Wilaya Tizi Ouzou et les services agricoles qui m'accompagnent. Si j'ai besoin de quelque chose, je le trouve à côté de moi, ou surtout la subdivision de Tigziart qui m'aide dans le domaine cunicole. Très bien. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Bon courage à vous. Et puis on espère que vous ayez donc d'autres prix, puisque CIPSA aujourd'hui c'est la fin, c'est le dernier jour, n'est-ce pas? Et ils vont décerner des prix aussi aux éleveurs et tous les participants, enfin certains participants du CIPSA. Inch'Allah. Inch'Allah, on aura un prêt. Inch'Allah. Bon courage et à bientôt. Restez avec nous, on va suivre tout de suite un extrait. Dans un moment, nous aurons le plaisir de retrouver Amir Debech et son invité dans sa rubrique Culturellement Vôtre. Aujourd'hui, il a décidé de rendre hommage à un comédien qui nous a quittés hier d'ailleurs, Allah yarhamou. Il s'agit de Abdelkrim Ben Khalfallah. On va voir justement un extrait de ce film qui a tant fait donc décrier la chronique. Regardez, c'est Pas de Gazouz pour Azouz. اسمحي لي ها ايه الو كوبات وهذا دوك علاش تليفونات بالك باش رومبلاسيها في الخدمه ما نعرف ولا بالك حبة الدراهم دايما تسلف الدراهم غير تردهم ولا لا بالك حبيت انونسيني بون نوفيل بالك اش ما كانوا يعني يعطوني كاش اجونس نسيرها نولي معلم في نهاري في نهاري يا ربي اش بيك بابا؟ ماكش مليحه؟ مانيش مليح يا وليدي. واش كاين؟ مالكش الليل كامل البارح شعرف ولا نعاس ما جانيش ولا الماكله بدي فاتحه ثقيله وهولتني مانيش مليح. علاش ما تحسبش كباش علاش؟ كباش؟ واش نحسب الكباش انا؟ اتخيل في بالك بلي كاين بزاف كباش وبدا حسب فيهم وكي تعيا من الحساب ترقد ديريكت تنعس وترقد هذا ماك شوف هذه قريتوها في الجامعه ولا؟ ماشي في الجامعه هذه الناس كاع تقولها الناس بكري كانوا يحسبوا الكباش ويرقدوا سيتو يحسبوا الكباش ويرقدوا تعرف نقول لك هناك باش ما نشوفهم غير نهار العيد برك فهمت وما من غير بالحاجه العلميه الحاجه العلميه في وقتنا هذايا اللي ما يقراش ولا وعايش عسى راسي دماغي ديجا راه ثقيل انت تكثر عليا خليني اسمع بابا القهوه تاع الصباح غدوه انت طيبها تفهم كيفاش؟ انا نطيبها انا الشيخ صح وليدي 90 واش باه؟ جا الخير. واش تقول لكم نبدلوا الديكور تاع الدار؟ على بالك ما عجبنيش انا نحش فيه شغل قديم وكذا مضيق عندك الحق والله كاينه حاجه ما ربحناش عليها في هذا الدار ومانيش عارف واش والله ماني عارف. كرات تليفون كرات. فهمت والله فهمت. الو يا عزوز خيره اسمع ما تجيش تعاود الهضره هذه خوها مقداد واش راك؟ لا باس الحمد لله انني لا باس الحمد لله. كيفاش؟ راك غلط يا سي مقداد راك غلط ما درت لها والو ولادها راهم شاهدين كاع والجيران كاع شاهدين والناس كاع شاهدين ياك تعرفني انا دبانه ما ناديهاش. كيفاش؟ انا نقول لك ما درت لها والو سبحان الله. كيفاش راحات؟ يا خويا مانيش عارف انا ضربته بلا بالك مانيش عارف الكبار بها بالك خرفت. كيفاش؟ تخرج لي كارطه هذه حلوه بصح. واش بيك ما بول ولا كيف؟ هي راحت وخلات لي دلاله وتزيد تخرج لي كارطه. شوف اسيدي صح اخويا معليش
نشوفوا نشوفوا صح شبيه هذا؟ ضرب هبله واش اختو راحت وخلاتنا حاصرين. قال لك يخرج لي كارت هذا اللي قال لك ضربني وبكى وسبقني واشتكى. صافا مليح من راسو شويه هذا. مانيش عارف. الشيخ رانا هناك تعرفنا يا اخي. هاملك محاجب سخونين وحارين. تاني محاجب اليوم ولا ماشي بيتزا محاجب ولا. ايوه انت يا تاني. رجعتي لنا كاتسيزو على بالك ديري شويه مراقي شطاطا. وانت صبتهم. محاجب المحاجب. Voilà, c'était donc un extrait du film Pas de Gazouz pour Azouz et on a pu voir le comédien qui nous a quittés, ce comédien algérien tellement généreux. On a eu le plaisir de le recevoir dans Bonjour d'Algérie. Il était donc venu nous parler donc de sa participation et on a le plaisir d'être ce matin en compagnie de Monsieur Tribesh. Ahmad Tribesh, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Réalisateur émérite et surtout qui a donc signé et travaillé avec de nombreux comédiens algériens. À l'exemple de M. Ben Khalfallah. Oui. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Bah, voilà. Tout d'abord, je présente mes condoléances à sa famille. Donc, et bon, Abdelkrim, je l'ai rencontré il y a quelques mois. Bon, il était un peu affaibli, donc. Mais après, je pense qu'il a eu un AVC, je crois que bon, c'est ça qui l'a emporté, c'est malheureux. Et je ne le savais pas, il a fallu que ce soit la directrice de la culture de Tizi Ouzou qui m'appelle pour me dire que Ben Khalfallah est mort, Madame Nabila Gomzien. Donc, avec Karimou, d'abord c'était une amitié, quoi. C'était une amitié, tu vois. Et puis à chaque fois qu'on se rencontrait, il s'inquiétait beaucoup pour la production, qu'il n'y ait pas beaucoup de production. Oui, justement, c'est ça voilà. dont peine à subir surtout et à accepter nos comédiens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de production, les feuilletons, les films, les téléfilms aussi. Oui. Et parce que ça, le cinéma algérien, ça quand même, il y avait un cinéma algérien, il y avait quand même des productions. Il y avait des productions, surtout de la fiction, mais il y en a beaucoup qui, comme Ben Khalfallah, a tout quitté pour la comédie. Pour se consacrer à la comédie. Consacré alors qu'il était. C'était un fonctionnaire de l'État et tout, donc il a tout quitté. Alors là, vraiment. Et après, je pense que les scénarios socialement, après, c'était surtout après disons, la dissolution des entreprises cinématographiques telles que le MPA, qui quand même une entreprise, produisait beaucoup. Donc, il y en a beaucoup qui sont restés un peu sur le carreau, donc voilà. Et en attente d'un rôle et d'une distribution, et que les réalisateurs, les scénaristes les appellent. Et c'est très difficile de rester comme ça en attente. Oui. Surtout, moi, tous les gens dont je me souviens, le social a beaucoup aidé dans leur mort, disons. Bon, la mort, c'est Rabbi Subhanahu, c'est l'Ajl, mais ça a contribué. Vraiment, je peux parler d'autres, je peux parler de Mohamed Ounni, je peux parler de Mohamed Belouad, je peux parler de ces gens-là que j'ai bien connus. Le social y était pour beaucoup. Oui. Des personnes qui ont fait le buzz à travers un film, un téléfilm, et qui étaient donc en haut de l'affiche et juste après plus rien. Ils ont fait peut-être 1, 2 films et après plus rien. Et ça casse l'artiste. Ça détruit aussi. Oui, d'ailleurs, vous prenez soit un réalisateur ou soit un comédien étranger. Surtout les comédiens. Il n'y a pas un comédien qui n'a pas fait au moins 40 ou 50 films. Les réalisateurs, Fassbinder est mort à l'âge de 39 ans, il avait plus de 45 films. Vous voyez, donc tellement c'est une industrie, tellement ça travaille, tellement... Bon, ici, vous prenez Atman Aliwat, il a à peine 3 ou 4 films.
pas plus, c'est très très peu. Donc il y a ça, et tous les comédiens, c'est ça exactement. Oui. Et la problématique, c'est justement pour un réalisateur tout comme vous, par exemple, c'est de pouvoir trouver des financements, mener aussi un film à bien, du début jusqu'à la fin. Vous en avez signé hein, des feuilletons, des films, et d'ailleurs cette rencontre avec M. Ben Khalfallah, ça s'est fait comment? Racontez-nous un petit peu cette rencontre pour ce film, qui a aussi fait beaucoup parler de lui. Moi, je pensais que... Ne serait-ce que par le titre aussi. Franchement, Krimou, je le connaissais, je le connaissais dans la réalité. Donc, c'était quelqu'un qui aimait tout le temps jouer, parodier, surtout comment dirais-je, ce qu'on appelle l'Aroubi. Oui. Tu vois, il était très, très inspiré de Boub Graham et Hassan Allah yarhamou. Et il était très très inspiré de Boub Graham. Donc, alors, mais moi je pensais que dans Fi Aïla Kinnas par exemple, Fi Aïla Kinnas, on va voir un extrait d'ailleurs dans un moment. Oui, oui. Fi Aïla Kinnas, il a joué un peu le rôle de l'épicier qui parle kabyle, qui parle... Oui. Il avait ce naturel, hein. Oui, oui, mais à cette époque, il y avait un peu les prémices du cinéma, en Tamazirt et tout. Donc, c'était beaucoup plus ce souci de faire ça. Eh bien, si vous voulez, on voit justement un extrait de Aïla Kinnas et on se retrouve juste après. الحوشة الحوشة والحو ولا بيتيتير عندي البيتيتير هنا عرفونا الفاش درت التليفون في الحانوت ديالي والحوشة شكون حسين؟ شكون الحوشة؟ الحوشة اللي ما كانيش يعني اقولوا يغول لا يجرب روح عنده تليفون في الحانوت ها يما رمي تليفوني والحسين وقيلا مرطح اون في مقران مراد تليفوني انا عمي هذا الطوموبيل ميزيريه On est en direct. Voilà, de retour sur le plateau, on a pu voir l'extrait et puis surtout Amir nous a rejoint et il nous dit bien qu'on est en direct. Voilà, Amir, bonjour. Aujourd'hui, moi, je vais faire un coup de gueule apparemment parce que c'est vrai que la mort c'est quelque chose de naturel, on doit mourir bien de quelque chose. Mais ce qui est parfois frustrant, énervant et révoltant, c'est que l'artiste en Algérie, quand il part, on a l'impression d'un goût d'inachevé. Ce sont des personnes à qui on rend hommage à travers des petits cadeaux comme ça, des téléviseurs plasma, des shahadettes et tout. Mais il faut les faire travailler, ces gens-là. Il fallait les faire travailler, il fallait puiser dans leur art. Il fallait aussi, sur les réseaux, travailler sur une mémoire. Ça veut dire aujourd'hui, on n'a pas de dictionnaire des artistes algériens, c'est-à-dire un répertoire qui tout facile, un répertoire, des photos de tournage, du casting. Ben aujourd'hui, avec Djiral Fiar Béahmou, on n'a pas de photos. On n'a pas, et ça me frustre parce qu'aujourd'hui, c'est un collègue bien sûr qui a travaillé sur des pièces radiophoniques, c'est un auteur, il a fait plusieurs feuilletons à la télé. Voilà. Voilà. C'est aujourd'hui, si on est comme ça, il faut nous comprendre, c'est naturel qu'on est un peu frustré. Voilà. Alors c'est vrai que nous a quitté également Mohamed Djaraflia, Allah yarhamou, un comédien aussi qui a marqué par sa présence, par ses apparitions aussi dans le cinéma, aussi à la radio, puisque vous l'avez cité. On aurait bien aimé aussi rendre hommage aussi dans cette émission, parce qu'aujourd'hui le thème, nous avons appris hier soir donc son décès. On présente toutes nos condoléances à sa famille et à la famille aussi de Ben Khalfallah. Allah yarhamhum. Ce sont des comédiens qui ont donné pour l'écran, pour la comédie, pour le film algérien. Et aujourd'hui, ils s'en vont comme ça. Et c'est triste de pouvoir ne rien faire concernant cette... C'est d'autant plus triste que pour Mohamed Djaraflia, Allah yarhamou, je dis Allah yarhamou, déjà... Vous avez déjà travaillé avec lui? Non, je le connais. Je le connais. Bon, je suis un fils de la télé. Bien donc, sûr, bien sûr. Mais le drame, c'est qu'il est parti trop tôt.
Il est trop jeune. Très jeune. Il a à peine la quarantaine dépassée. Non, un peu plus. Un peu plus. Ouais, il a 45. Il est dans les soixantaines, ça se voyait pas. Quoi? Oui, parce que je viens de parler avec une amie à lui qui travaille à la radio. D'ailleurs, elle me racontait leur frustration quant à l'arrêt des pièces théâtrales radiophoniques. Vous vous rappelez des pièces théâtrales? Bien sûr. Et lui, c'était son dada, c'était sa passion. Chose que je ne savais pas sur ce monsieur-là, c'est que c'était un professeur à l'ISMAS, je pense, mais en même temps au conservatoire d'Alger. Et il écrit aussi. Il écrivait, oui, beaucoup. Il était prolifique en matière d'écriture. Moi, je le croisais souvent dans les couloirs de la radio. Voilà, aujourd'hui, il faut qu'on essaye de trouver peut-être des... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, Amel. On pourrait déjà travailler, comme le faisait Chorfi, sur un dictionnaire, justement, quelque chose des artistes. de consistant déjà à travers des photos, leur date de naissance. J'allais vous dire justement, M. Chorfi avait fait tout un travail de répertoire, répertorier donc nos artistes algériens à travers donc un dictionnaire qui était donc un dictionnaire très important des artistes, peu des comédiens, peut-être un peu moins les comédiens algériens qui ont besoin justement d'une visibilité pour la jeune génération aujourd'hui. Travailler sur cela. Oui, absolument. Il y a eu, au-delà du répertoire, au-delà du répertoire, on est en train de parler de la condition de l'artiste, en fait. De la condition de l'artiste. Il y a eu un travail qui a été fait avec M. Ben Damash et la carte d'artiste. Hein. Oui. Mais je pense que normalement, on devrait prendre quand même ce travail, le travail de M. Ben Damash, comme un départ, justement, pour essayer de régler, ne fût-ce que le problème social un peu de l'artiste, quoi. Parce que, il faut que ça aille au-delà de la carte Chifa. Parce que finalement, le décret là, de l'artiste et tout, qui a été signé, etc., donc, et les artistes répertoriés par M. Ben Damash, ça donne quoi? Ça donne uniquement une carte Chifa, des soins pour l'artiste. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Oui. Il faut aller au-delà, il faut quand même... Parce qu'un artiste est très fragile. Oui. Il est très fragile. Et je disais à madame que, que le social les a emportés quelque part. Le social les a emportés. Parce qu'il n'y a pas pire chose qu'un artiste qui ne travaille pas. Oui, c'est ça. Qui ne produit pas. Maintenant, si on revient à Abdelkrim, Allah yarhamou, moi je pensais qu'on avait commencé notre collaboration à partir de Aïla Kinnas. C'était bien avant, apparemment. C'était apparemment bien avant, puisqu'il y avait des choses que j'ai oubliées. Et le premier travail qu'on a eu ensemble, c'était fin 70, début 80, avec Mohamed Ounish, Allah yarhamou. On avait repris les sketchs de Touri, les sketchs de Mohamed Touri avec Mohamed Ounish, qui est un immense comédien, c'est une icône du théâtre radiophonique et aussi de la télévision. Bien sûr. Et là, on avait repris les sketchs de Touri, et je me souviens que Abdelkrim Ben Kharfla avait joué dans le sketch la partie de Domino. Oui. C'était un peu inspiré avec Touri, oui. Voilà, c'était inspiré de Pagnol et tout. Oui. Et tu vas Sherlou Hagda, mais tu comprends pas. Tu vois, c'était vraiment une partie, hein, mais tu vois. On est en train de voir la photo donc de M. Ben Khalfallah. Et puis, par la suite, bon, il a fait avec moi Aïla Kinnas et Pat Gazouz pour Azouz, une série, je pense que c'est le premier sitcom algérien, il me semble, hein, il me semble, je crois que c'est le premier. Et écrit par Belkacem Rouache, un journaliste que je salue au passage. Il y avait beaucoup de gens
pas de guerre juste pour Azouz, il y avait beaucoup de comédiens qui ont démarré durant cette sitcom-là. Hicham Sbah, Hicham Sbah, Karim Zenasni qui est parti trop tôt lui aussi. Hassan Keshash. Oui, il avait joué. Salah Ougrout aussi faisait des incursions, j'allais dire. Oui, Salah Ougrout, bon, il y avait Dalil Haliloum, Bahia Rachté, tout ça, c'était des gens là. Mais après, on avait fait un feuilleton qui s'appelle l'Aïl Sisliman. La famille Sisliman. La famille Sisliman qui est écrit par Mohamed Farrah, un immense homme de théâtre. Je crois que c'est lui-même qui a découvert Boubgra au théâtre. C'est lui qui a ramené Boubgra. Hassan Hassan. Hassan Hassan, Ami Hassan, Allah yarhamou. Donc on avait fait, il a joué le premier rôle, lui et Omar Gendous. Et le feuilleton est passé une fois à la télévision. Et puis, bon, suite à la dissolution de l'EMPA, donc il n'est plus repassé. Et il fait partie maintenant de... Il est enfermé à la filmothèque de l'EMPA. Voilà, qui est resté, je ne sais pas combien, en liquidation, plus de 20 ans en liquidation. Donc, voilà. Je ne sais pas, peut-être on va finir avec... Peut-être que voilà, un artiste, il y a Mohamed Mahrouk qui avait écrit hier soir sur son Facebook, un artiste est une mémoire quelque part. C'est un actant de la vie sociale, de toute la vie d'une société. Il peut marquer des événements, il peut dire des choses, il peut témoigner à travers des interprétations sur des choses. Aujourd'hui, je pense que ce sont des personnes à qui on devrait avoir plus d'égards, plus de travail, plus de recherche. Il faut aller les chercher parce que moi, j'ai parlé aussi avec Mohamed Badawi qui avait fait jouer justement notre ami Rabbi Rahmou Abdelkrim Ben Kharfallah dans on va dire appeler ça deux pièces théâtrales, Derbouka ou Macho et si je me rappelle bien Jeff Lachance, Jafar Bouzahran qui a été interprété par Abdelkrim et que Mohamed Badawi à l'époque il n'avait pas les moyens pour produire ces deux pièces et le défunt Abdelkrim avait accepté sans rien recevoir. Vous voyez, c'est pour dire. C'est-à-dire pourquoi le coup de gueule, en réalité, c'est que ce ne sont pas forcément des personnes qui cherchent l'argent. La gloire, ni même la gloire. Un comédien, il joue pour la passion. Un comédien, c'est un passionné. Un comédien, il a l'amour pour l'art. Un comédien, il aime le public. Leur vie, c'est la scène. Leur vie se passe sur scène. Leur vie se passe dans les plateaux de tournage. Leur vie, c'est dans la lecture des scripts. Tout à fait, c'est une véritable famille que c'est la seule récompense vous dirigez. Qu'on puisse leur faire, c'est ça. Alors maintenant, quand ils meurent, on vient pleurer sur les plateaux. C'est vrai, c'est pas bon. Après, ils nous manquent, ils vont nous manquer, bien évidemment, comme Moussa Haddad. Mais aujourd'hui, on doit faire quelque chose pour perpétuer leur existence. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il vous plaît, les biographes, les écrivains, les essayistes, je ne sais pas, travailler sur la mémoire de nos comédiens. Et excusez un petit peu mon emportement. Oui, mais bon, et, on est là aussi pour rendre hommage à toute cette famille, cette corporation aussi, de ces métiers du cinéma et toutes les personnes qui font qu'aujourd'hui le cinéma algérien doit exister et il se doit aussi de refléter l'image de la société algérienne aussi à travers donc, le vécu, à travers aussi sa société. C'est un reflet. Exactement, le cinéma. Mais quelque part, il y a... comparativement à d'autres pays, d'autres pays qui ne sont pas vraiment incomparables à l'Algérie, qui est un pays continent. L'Algérie, c'est Ma'adraka Al-Jazair, c'est l'un des plus beaux pays au monde. Et normalement, le cinéma doit être épanoui dans notre... D'autant plus qu'on a bien commencé. On avait des salles de cinéma, on était tous des cinéphiles, on a vécu de cinéma. Et puis soudainement, on dirait que la chose culturelle, la chose de l'esprit, la chose de la création, soudainement, elle est partie. Il n'y avait plus
tout a été fait pour détruire ce truc-là, en commençant par la dissolution de 3 entreprises. 3 entreprises qui avaient leur patrimoine, qui avaient leur argent. Le MPA n'était pas déficitaire. Elle avait de l'argent en banque, elle a commencé à alimenter la télévision algérienne. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment, ça reste chez moi un grand point d'interrogation. Pourquoi on décide de fermer 3 entreprises cinématographiques, les seules existantes dans le pays, comme on ferme une entreprise de sardines ou de je ne sais pas quoi. Vous voyez, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question. Oui, et ça fait mal, surtout pour un réalisateur tel que vous, qui travaillez, qui a toujours travaillé et qui a donné donc, la chance à beaucoup de comédiens aussi de briller à travers l'écran, à travers le cinéma, bien entendu. Voilà, on est arrivé déjà à la fin, parce qu'on a aussi beaucoup d'invités, d'autres invités. Merci, Monsieur Tribèche, d'être venu sur notre plateau. Toujours un plaisir. Une actualité cinéma, peut-être? Bientôt. Bientôt, Inch'Allah. On en parlera au moment venu. Amir, merci d'être venu. Et je sais que c'est vrai que c'est un coup de gueule. Il est très sensible, Amir. Notre Amir, pour parler donc de la comédie, du cinéma et surtout rendre hommage à 2 figures qui nous ont malheureusement quittés trop tôt, encore une fois, Menkhal Farah et Mohamed Djerah Flia. Allah yarhamhum, et on présente nos condoléances à toute cette famille du cinéma et leurs familles respectives, bien sûr. Merci beaucoup, Amir. À mercredi prochain, Inch'Allah. On continue notre émission. On va recevoir dans un moment M. Bouazzara pour parler donc du Festival culturel de musique symphonique, et puis Siham Kennouch, notre ami, qui viendra nous parler aussi culture et patrimoine. Regardez. Sur le plateau, je voulais annoncer en sommaire, nous allons parler du festival culturel, plutôt festival culturel de la musique symphonique, hein, j'oublie pas. C'est donc, ça se passe à l'Opéra d'Alger, c'est la 11e édition, et pour ce faire, nous avons convié M. Abdelkader Bouazzara. Bonjour, bienvenue parmi nous. Marhabik. Voilà, et on va présenter Siham aussi. Bonjour Siham. Bonjour. Comment ça va? Ça va, tout au senteur ce matin? Plutôt senteur, tout à fait. Alors, dans votre rubrique à l'origine, ça c'est en marge de la rubrique des contes. Chaque jeudi, on a le plaisir de vous retrouver pour nous parler de l'origine d'un objet, de certaines choses. On va en parler dans un moment. On va donner l'occasion à M. Bouazzara de nous donner son avis aussi sur peut-être le thème que vous avez choisi aujourd'hui. Dans un moment. Aujourd'hui d'avoir professeur Bouazzara pour un petit peu s'impliquer dans mes senteurs matinales. Tout à fait. Alors, vous le savez bien, la musique, c'est toute sa vie, M. Bouazzara, et surtout l'Orchestre symphonique algérien, et surtout le festival aujourd'hui qui est déjà à sa 11e édition. Hier seulement, on a fêté un grand anniversaire, la 10e édition. Et là,
Alger sera la capitale de la grande musique, le carrefour d'un grand rendez-vous musical incontournable. Il s'agit, comme vous dites, de la 11e édition du Festival culturel international de musique symphonique du 12 au 17 octobre. Ça veut dire c'est après-demain, c'est le samedi. Et pour thème, les jeunes fêtent la musique symphonique. Et d'ailleurs, lors de la cérémonie d'ouverture, le concert d'ouverture sera dirigé par un jeune Algérien qui a un avenir prometteur, on va dire comme ça. C'est Lotfi Saïdi. Oui. Sera aussi la baguette d'une chorale, Ar-Ranim, à une jeune dame qui est aussi algérienne, c'est Wiham Ben Amr Hamouda, que Siham peut parler d'elle tout à l'heure si elle veut, bien sûr. Et tout cela en fusion avec Cairo Symphony Orchestra. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est l'invité d'honneur de cette édition, qui est exceptionnelle dans un, on va dire, des moments très musical, surtout avec cet orchestre qui a été créé en 1959. Et c'est pour cela nous allons vivre des moments très forts par rapport au programme tracé par ce jeune maestro. Comme je venais de dire aussi, il y aura un orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger et l'orchestre du Caire, et puis aussi la chorale. Sans oublier bien sûr les 16 pays qui vont participer, sans oublier aussi, pardon, pour la soirée d'ouverture, elle est tellement chargée. Il y aura aussi avec nous la mezzo-soprano suisse, Anna Asler, qui sera au rendez-vous. Bien sûr, elle va chanter le Brindisi avec un jeune ténor algérien qui vient de terminer ses études à l'INSM, à l'Institut national supérieur de musique. Il s'agit de Ahmed Eddine Douh. Voilà, un beau programme en tout cas qui attend les mélomanes de la musique symphonique, tout le public qui voudrait bien sûr profiter d'une belle soirée. Ça sera donc tous les soirs à partir du 12. À quelle heure? Toutes les soirées, c'est à partir de 18h30. Quand on dit à partir, nous, c'est pas à partir, c'est à 18h30. C'est comment dirais-je, on est presque pris par le temps. Puisqu'il y aura aussi 3 pays par soirée. Si vous permettez, je peux juste comme ça parler des autres pays parce que ça mérite. Bien sûr, après la cérémonie d'ouverture avec l'Algérie, puisque c'est le pays organisateur, avec tout ce que je viens d'annoncer, on aura le dimanche 13 octobre, toujours à l'Opéra d'Alger à 18h30, avec la Tchéquie, l'Égypte, l'invité d'honneur, et la France. Lundi 14, la Corée du Sud, l'Italie, la Turquie et l'Autriche. Le mardi 15 octobre, Suède, Japon, Russie. Le mercredi 16, c'est l'avant-dernière soirée, avec l'Allemagne, Tunisie et Syrie, et on termine, Inch'Allah, en apothéose avec 2 grandes formations musicales. Il s'agit de l'orchestre de la radio ukrainienne, l'orchestre symphonique de la radio ukrainienne, et bien sûr l'orchestre symphonique de la République populaire de Chine. Voilà ce qui concerne les 6 soirées que va vivre notre pays, Alger. Et bien sûr, il y aura d'autres concerts à Béjaïa et à Boumerdas. Voilà. Et en plus des masterclass aussi. Absolument. Des masterclass et aussi soirées. Nos VIP, c'est les étudiants des IRFM. Ça veut dire qu'ils vont venir de Rsamtaina, de Larouat, de Chlef, de Relizan, de Blabbès, de Tiaret, de Wahran, etc. C'est eux qui seront à l'honneur, d'abord avec les masterclass, puisqu'on va profiter de ces géants. De la musique. Ces monuments qui ont fait le monde, on va dire, si j'ose dire ça, je vais prendre exemple seulement de ce maestro égyptien qui a dirigé plus de 50 orchestres, qui était un chef d'orchestre invité dans 50 pays. Là, j'espère bien un jour collaborer avec eux et on a besoin. De cette expérience. Absolument, nous aurons besoin aussi pour plus tard. Nous aurons d'autres orchestres symphoniques
à travers tout le territoire. Tout le territoire, voilà. Que chaque, peut-être, wilaya ait son propre orchestre. Absolument. C'est-à-dire qu'il existe des orchestres régionaux, ils sont là. Oui. Le premier, c'est à Oran. D'accord. Espérons avoir un autre à Larouat, un autre à Constantine, et ce sera bien pour nos jeunes, parce que là, on forme dans les différentes institutions de formation régionale, musicale plutôt, on aura besoin aussi de bons formateurs et de professionnels. Et c'est pour cela, cette occasion, qui est une occasion rare et parmi les rares festivals qui sont restés debout grâce à cette musique qui enchante chaque homme sans distinction d'origine ni de sa langue, comme si elle avait été créée avant lui, et ce qui lui a permis de prendre de ses sentiments et de ses pensées. Voilà, c'est une universalité, bien sûr. Absolument. Travailler sur cela, c'est très important. C'est ce qu'a fait un petit peu aussi Salim Dada cette année, à travers donc, tout le territoire national, quand il a été à la recherche de ces jeunes qui jouent indépendamment dans chaque conservatoire, et pour trouver la pépite, donner la chance à ces jeunes de briller un peu plus grâce à un orchestre. Pourquoi pas? Oui, si vous permettez, cette tradition existait avant. Je dois le regretter Rachid Saouli, oui, tout à fait. qui avait cette initiative pendant des années où il rassemblait les étudiants des IRFM et notre ami de Batna, parce qu'il y avait les journées de la musique classique où à la clôture il rassemblait les étudiants pour donner un concert ensemble. Oui, c'est pour cela que ce grand maestro, Rachid Saouli, qui a donné le meilleur de lui-même, et il a laissé, c'est lui qui a universalisé la musique algérienne, qui est devenue une musique symphonique algérienne. Et Siham, elle adore la musique, elle adore le spectacle, elle adore aussi rencontrer des personnes entières, n'est-ce pas? Oh oui. Ah oui. Ah oui, j'aime bien, vous le dites si bien, des personnes entières. Parce que voilà. Bon. Alors, on va s'intéresser, après la musique, vous allez peut-être nous donner tout à l'heure vos préférences en matière donc, des soirées donc, que nous a présenté M. Bouazara. Mais en attendant, on va aussi profiter de votre notre mélodie, n'est-ce pas? Une mélodie de son À l'origine. Alors, quelle est l'origine que vous avez choisie ce matin? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'encens. Vous savez, l'encens, oui. N'est-ce pas? C'est toute une philosophie, toute une approche assez particulière. Et puis, chez nous, nous sommes véritablement le pays des senteurs et de l'encens par excellence. Bon, c'est vrai que certaines odeurs viennent donc d'Orient, viennent d'Extrême-Orient aussi, mais nous sommes des connaisseurs dans ce qu'on appelle, par exemple, le pror, n'est-ce pas? D'accord. Mais il faut savoir que ici, je vais parler de le pror en laissant parler juste les senteurs et les arômes. Et je vais un petit peu enlever et mettre de côté le côté ésotérique, entre guillemets, d'accord? Nous sommes juste devant les senteurs. Je vous parle d'une époque où les désodorisants et les déodorants n'existaient pas, madame. Voilà. Donc c'est avec ce petit quelque chose. Cette panoplie de senteurs et de pierres odorantes. Déjà, il vous faut, messieurs, dames, miprara. Autrement dit, un encensoir. Oui. Donc, vous voyez que c'est en terre cuite. Oui. Et puis, vous avez la main, parce qu'après, ça va devenir chaud. Hein, oui. Donc, un support où vous le mettez comme ça, n'est-ce pas? Et puis, avoir du feu. Non, malheureusement, ici, nous sommes dans un studio et c'est fermé, donc c'est pas possible. Donc, on peut pas allumer. Mais en fait, elle explique bien. Il y a plusieurs sortes d'encens et de pror-sebazara. Donc, on va commencer par quoi, à votre avis? À gauche, à droite, au milieu, c'est comme vous voulez. À droite. Allez, ok. Alors, ça, c'est un mélange. Il aurait fallu lui faire sentir. Ah oui, ça sent, je suis sûre que d'ici, ça se sent. Moi, j'ai besoin, avec tout ce qui se passe avec cette... Franchement, là, c'est un mélange d'herbes et puis aussi de résine et de bois. Alors, c'est tout un tout qu'on peut acheter dans le commerce et tout, ça sent très très fort. Attention, les allergiques, mais en tout cas, ça purifie beaucoup la maison parce qu'il y a aussi des herbes aromatiques comme de l'eucalyptus. Voilà, justement, on dit quand vous avez la grippe,
bkhrou avec l'eucalyptus. Exactement. Voilà, et ça dégage les bronches. Mais ce n'est pas une nouveauté parce que ça existe dans les anciennes civilisations. Les Babyloniens adoraient ce genre de sentence. Senteur. J'allais dire sentence. Oui, c'est une sentence. Oui, senteur. Donc, oui, ce genre de senteur. Donc, il y a plein, il y a du thym à l'intérieur, il y a de l'eucalyptus, il y a aussi donc du bois de santal, vous voyez, il y a du bonjoin, le jawi, etc. Et franchement, c'est rafraîchissant et ça donne une certaine ambiance. Il y a même des roses séchées. D'accord. Hein, alors, c'est le rougeâtre là, c'est il faudra mettre ça pour les répétitions, Monsieur Bouazzara. Ça va peut-être aider les musiciens. Un peu de jawi, s'il vous plaît. Et pourquoi pas? Non, mais c'est bien. Moi, j'ai monté des spectacles avec l'encens, hein, avec les diwan. Et avec l'encens, avec le henna. Vous vous rappelez? Oui, elle nous a, dans le public, elle était venue mettre de la henna un petit peu à tous les spectateurs. Et puis, pourquoi pas nous revenir à nos origines. Alors, ceci, Amel, c'est rouge, n'est-ce pas? Oui. Hein, c'est très rouge et puis c'est très parfumé aussi. D'accord. Donc, imaginez un petit peu quand ça brûle, ça donne franchement une odeur très forte. Une odeur rouge. Une odeur rouge et les yeux deviendront rouges et le moral aussi. Donc vous allez quitter le blues. On ne parle pas de bleu, on parle de rouge. C'est génial. C'est une couleur chaude. Du coup, ça donne du punch et ça réveille. C'est quoi? Alors, c'est du santal. D'accord. Ça s'appelle le sandal. Et le santal, c'est un bois qui existe en Inde, en Indonésie, en Malaisie, etc. Et c'est connu depuis l'Antiquité. C'est ramené dans la route de la soie, la route de l'encens. Et c'est très présent en Arabie aussi. Ça sent très fort. C'est ce qu'on appelle des fois oud sandal. Il y a même des parfums avec cette senteur-là. Les parfumeurs travaillent avec ça. Exactement. Donc, chez nous, on dit aussi sandal. Là. Il y a du côté de Guelma un petit village, Ain Sandal, parce qu'il y avait un arbre il y a une fontaine sous un arbre qui est l'arbre de santal. Et c'est véritablement cet arbre-là. Mais seulement, quand c'est rouge, c'est que ça vient d'Inde. Ah, d'accord. Ça a été coloré? Ce n'est pas coloré. D'accord. C'est très naturel. C'est naturel. Oui. C'est naturel. Alors, les Indiennes aiment bien mélanger cet encens-là, donc le bois de santal, quand c'est rouge, et en mettre ici pour les d'accord, marier. c'est donc ça. C'est donc ça. Donc, si vous achetez, messieurs, non. Mais si vous achetez, demoiselles ou mesdames, un sari, pensez à un petit quelque chose en plus. Voilà. Alors, ceci, ce que j'ai dans ces petits bouts de papier, ça ressemble à quoi? C'est une résine. Oui. C'est même quelque chose. Ah, c'est tombé, c'est pas grave. C'est même quelque chose qui peut être mâché. C'est de la gomme d'Arabie. Voilà, la gomme d'Arabie. Exactement. Alors, c'est de la gomme d'Arabie. Pourquoi elle est ici? Parce que elle aussi, elle peut faire partie donc de l'encens. Elle peut être allumée et respirer. Ça prend. Et ça sent très bon. En fait, ce qu'on appelle la gomme d'Arabie ou le louben, donc c'est un chewing-gum. C'est l'ancêtre du chewing-gum. C'est sans sucre, c'est naturel, c'est bio. Et c'est un dentifrice aussi parce que ça nettoie. Absolument. Et puis ça soulage le tube digestif. Il y a des vertus assez extraordinaires. D'accord. Et c'est naturel. Ça sent bon et c'est naturel. Il faut aimer parce que c'est amer. Il ne faut pas dire que c'est une marque sans sucre et tout. Mais bon, c'est très amer. Oui. Ça peut devenir une odeur assez particulière. Mais comment on appelle en arabe donc cet arbre résine, qui donne cette résine? C'est le caoutchouc, non? Non, le caoutchouc, c'est de l'Amérique latine. Je suis en Arabie, donc d'accord. En Arabie, c'est-à-dire en Sultanat d'Oman, dans la région de Zafar, dans l'île de Socotra, au sud du Yémen, cette île qui est magique, qui est avec des... Un palmier? Non. Non. Alors, l'arbre qui donne Louben porte le nom de Loubna. Et ça explique justement le prénom. Le prénom, merci. Donc le prénom Loubna, c'est en fait l'arbre qui donne Al-Louben. Maintenant, si vous voulez mâcher quelque chose, je vous en laisse. Bon courage. Il faut aimer. Monsieur Bouazzara, vous êtes preneur ou pas? Louben, oui. Louben et Jawi.
Ah oui, le djaoui, voilà, ça c'est du bon joint. Le djaoui aussi, au fait, le djaoui c'est du bon joint et c'est aussi de la résine. Hein. C'est de la résine qui est très très solide et qui sont merveilleusement bien, comme quoi dans la nature, on trouve de tout. Et puis j'aimerais bien qu'on revienne à notre ancien pro. Je pense que c'est véritablement beaucoup meilleur et mieux que les désodorisants un petit peu partout. Voilà, il faut savoir le faire aussi et choisir, faire les bons choix aussi des senteurs. Exactement. C'est pas évident. Mais je pense que c'est à apprendre. Oui. Et je pense que les jeunes chimiques, nous avons des étudiants qui font de la chimie, de chimie industrielle. J'aime bien qu'ils reviennent. C'est bien qu'ils reviennent à ce genre de senteurs, d'expérience. N'est-ce pas? Vous savez, dès qu'on fait bouger les choses, déjà comme ça à sec, ça sent très fort. Bon. Donc bon courage si vous voulez avoir un encensoir, c'est pas mal. Hein. C'est original, c'est traditionnel. Et puis ça fait beau aussi. Ça fait beau, exactement. Voilà. Alors, merci d'avoir choisi aujourd'hui de nous parler de l'origine de le pror et surtout l'encens, comment le préparer et comment aussi trouver tous ces ingrédients de la nature. Si vous n'arrivez pas à mettre du charbon à l'intérieur, vous pouvez mettre un allume-vite. Vous savez, avec des pastilles avec lesquelles on peut, je sais pas si on charbon, avec lesquelles on peut allumer très vite un barbecue. Et ça prend très vite. Et puis tout de suite, vous avez ce que vous voulez à la maison. Ça désinfecte et c'est bon. C'est très bien. Merci pour justement cet arrêt sur l'origine d'un objet et surtout l'origine de le pro aujourd'hui, l'encens, bien entendu. Merci Sihan. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Et puis Monsieur Bouazzara, merci beaucoup. Bonne chance pour le lancement du festival le 12. Ça sera l'ouverture grandiose, comme vous l'avez si bien annoncé, avec le maestro algérien, Lotfi Saïdi, avec l'orchestre aussi de la chorale. Avec Wiham Ben Amar aussi. Voilà. Donc Sihan va nous en dire un mot peut-être, votre amie? Oui, c'est une femme extraordinaire qui vit dans la musique. Elle a hérité cette musique, elle a baigné parce que même son père est un professeur de musique, c'est un ancien de sa violon. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a fait passer le message d'Essa à sa fille. Parfait. Voilà, donc c'est bravo. une femme extraordinaire. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de l'émission. Merci Monsieur Bouazzara, bonne chance, comme je l'ai dit. On sera appelé à se revoir pour les orchestres. J'espère vous voir. Inch'Allah. Ce grand événement le 12. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Bouazzara. Siham, à la semaine prochaine. Eh bien, quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Rendez-vous demain, toujours avec Bonjour d'Algérie, cette fois-ci depuis Constantine. Ce sera en direct de Constantine avec Smaïl Belkhaïdia et ses invités. Vous retrouverez Mahal Zrabi à partir de samedi et dimanche et Soumaïa Zrouali lundi prochain. Eh bien, pour ma part, on se retrouvera mercredi. Inch'Allah, au revoir et merci beaucoup. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية أوكسوبي.